J'ai le plaisir d'accueillir qui se prépare. Luc de Barbandor, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, philosophe d'entreprise, penseur de la créativité, on ne compte plus les conférences, les interventions, les ouvrages, exactement, ça zapette, de Luc de Barbandor. Et donc, il va nous éclairer sur, aujourd'hui, dans ce monde qu'est le nôtre, qui est hyper digitalisé, qui est hyper numérisé, comment pouvons-nous rester créatifs et comment la créativité peut être en tandem justement avec ces technologies digitales qui sont les nôtres. Luc? Oui, un micro. Ça ira mieux. Alors bonjour, j'incarne le problème. Je suis ingénieur, comme plusieurs, mais mon diplôme, il n'est pas légal. Pourquoi? Parce qu'en 69, quand j'étais ce qu'on appelait licence encore à Leuven, tout à coup s'est ouvert le grade ingénieur civil en informatique. C'était tout nouveau. Et je me suis jeté dedans, mais avant d'entrer, j'ai dû signer un papier en disant que j'étais bien conscient que mon diplôme ne serait pas légal. C'est ce que disait l'avocate. En fait, nécessairement, le droit a du retard. Et donc, la question n'est pas d'essayer de rattraper, c'est d'être efficace le plus vite possible. J'étais très sensible à beaucoup de choses qui ont été dites, notamment Ilan, sur l'idée du copiage. Montaigne disait « Personne ne devrait dire mon livre, on devrait toujours dire notre livre ». Etc., etc. Donc, et dans l'histoire de la science que je maîtrise plutôt bien, on se demande parfois qui est propriétaire de quoi. Le théorème de Pythagore, il existait avant Pythagore, ça c'est sûr. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je n'ai 30 minutes, donc je vais rassembler quelques idées. D'abord, j'ai mis sur l'écran 8 personnes dont on peut dire, reconnues par tout le monde, ça c'est vraiment des créatifs. Je vais passer ici, comme ça j'aurai le cran de retour. Donc, ils sont, bon... Et donc, on peut se dire, mais au fond, comment la technologie aurait changé leur vie? Par exemple, Aristote, je maîtrise un petit peu, moi je crois qu'il n'y aurait eu aucun impact. Aucun. Il aurait peut-être réfléchi à la technologie, mais sur son système, non. Coco Chanel, peut-être, Frida Kahlo, je ne sais pas. De toute façon, bon. Moi, je crois qu'il y a l'écrasante majorité de la créativité n'est pas liée à la technologie. C'est quelque chose d'assez magique qui est la capacité de sortir de son programme. Alors, vous voyez en bas à droite, Archimède. C'est le seul scientifique. Et je l'ai fait exprès parce que la question de la science se pose évidemment de manière assez particulièrement aiguë. Et j'étais tombé en 2008 à Los Angeles sur un magazine, La fin de la science. Alors moi qui suis professeur d'histoire des sciences et philosophie des sciences, je me dis, bon, si c'est fini, mais je suis fini. Donc qu'est-ce qui se passe? Et en fait, l'article est très intéressant. Il dit qu'avec les datas et les corrélations, on n'a plus besoin de causalité. En gros, plus besoin de modèles. Plusieurs personnes ont parlé de business model. Mais plus besoin de rien. Plus besoin de rien. Bien sûr, je ne suis pas d'accord. Et je vais prendre 2 exemples. On va commencer par Kepler. Kepler, c'est tout des grands créatifs. Qu'est-ce qu'il a fait Kepler un jour? Il a regardé les planètes et il s'est dit, Galilée, c'est pas idiot son truc, Copernic, c'est vrai, ça tourne autour du Soleil, mais, dit Kepler, c'est pas tout à fait des cercles, c'est des ellipses. Et parmi les grandes idées de Kepler, il y a le fait, ça c'était son big data en fait. C'était son big data, il a regardé le ciel, enfin lui, il a sous-traité un Danois qui s'appelait Tycho Brahe, et donc il a regardé le ciel et puis il est arrivé à cette conclusion que il y avait toutes les planètes ne décrivent pas des trajectoires circulaires, mais des ellipses. Bon, bravo, chapeau, Kepler, mais l'ellipse en tant que concept existait déjà 2000 ans avant lui. C'était Apollonius qui avait pris un cône, il l'avait coupé comme ça, il dit ça c'est une ellipse. Donc qu'a fait Kepler? Il a rapproché un concept existant, en l'occurrence l'ellipse, d'une hypothèse dans le ciel. C'est clair qu'avec les IA, Kepler perd son boulot le jour même, immédiatement. Personne mieux qu'une machine ne peut réconcilier des hypothèses, des concepts existants avec des hypothèses sur l'extérieur. Mais ce n'est qu'une partie de la science. Moi, j'aime beaucoup Quetelet, pas tellement connu. C'est un Belge, né à Gand, et qui a importé les mathématiques dans la sociologie. Alors, il a eu beaucoup d'idées. Celle que j'ai choisie, c'est l'indice de masse corporelle. Son big data à lui, c'était ça. Il avait accès aux données de l'armée belge. Bon. Et il a inventé ceci, l'indice de masse corporelle, qui est toujours utilisé aujourd'hui.
Mais là, je ne crois pas qu'il perd son boulot. Parce qu'un truc comme ça n'existait pas dans l'Antiquité. Et parmi les concepts, bon, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais je crois qu'il y a une partie de la science qui a beau utiliser beaucoup de data, qui invente des trucs qui n'ont pas d'équivalent dans le passé. Et donc, bien faire la part des choses entre la science qui est un petit peu, je dirais, mise en relation des concepts et du monde extérieur, de la science qui invente. Moi, je soutiens que même la science, il y a une grande partie qui échappe aux machines. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, quand je vois ceci, c'était le même mois, excusez-moi, quand le même mois, 2008, Atlantic titre ceci, est-ce que Google nous rend idiots? Alors évidemment, imaginez une seconde que la réponse est oui. C'est un peu embêtant parce que comme on l'utilise tout le temps, on serait de plus en plus idiot. Mais bien sûr que la réponse est non. Mais parfois, il y a des doutes. Par exemple, quand je vois que Amazon met toujours plus d'intelligence dans son cloud, très très bien. Néanmoins, tous les mois, je reçois des pubs d'Amazon pour mes propres bouquins. Encore maintenant. Et donc, alors je ne sais pas ce que vous voulez lire là. Luc de Barmandère, intéressé par les sciences humaines, vous apprécierez peut-être. On ne sait jamais, c'est vrai qu'il faut être prudent. Non, quand même, quoi. On a beau avoir des Amazones et des milliards de milliards de milliards, il y a encore un peu des trucs à faire. Alors, je crois qu'il y a une question de vocabulaire. Moi, quand je vois des palettes intelligentes, je ne sais plus dans quel journal c'était, je sais pas, est-ce que ça vous ferait plaisir de dire que vous êtes intelligent comme une palette? Non, pas vraiment. Non, des palettes connectées, tout ça, mais pas intelligentes. Redonnons aux mots le sens qu'ils ont. L'intelligence est autre chose qu'une connexion. Et bon, le sommet que j'ai vu, c'est ceci. Mieux comprendre le compteur intelligent. Vous imaginez, le compteur, il est tellement intelligent qu'il faut apprendre pour le comprendre. On se demande dans quelle école il a été, ce compteur-là, parce que c'est incroyable. Non, c'est se moquer du monde. Arrêtons de parler d'intelligence. Non, et je dirais, il y a des outils fabuleux, mais remettons les choses en place. L'intelligence, c'est le joyau de l'esprit humain. Et en fait, c'est drôle, parce que ce mot n'était pas sujet des philosophes. Il y a 200 ans seulement, pour la première fois, on s'est posé la question de l'intelligence. Nous, philosophes, avant, on parlait de l'intelligibilité, mais l'intelligence, puis alors c'est le moment où on a inventé ce sinistre quotient intellectuel qui, depuis 200 ans, c'était Binet, voilà, je cherche son nom, qui avait inventé ça, et alors, c'était un petit peu il y avait des connotations un peu génétiques. Enfin, c'est terrible. Après la guerre, bonne nouvelle, tout à coup, on met intelligence au pluriel. Émotionnel, relationnel, spatial, artistique. Ça. Et plus il y en a, plus c'était bien. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le plus souvent, à cause de la technologie, batatras, on remet intelligence au singulier. Non, il y en a une qui est définitivement pour les machines, c'est l'intelligence logico-déductive. Toutes les autres, en partie, certainement, mais l'essentiel de l'intelligence, de la relation, du contexte, des valeurs, etc., n'est pas là-dedans. Et donc, en fait, l'image est blanche, c'est pas un hasard, il faut s'arrêter. Et dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que c'est penser? Et pour parler de créativité et de pensée créative, je crois qu'il faut commencer par ne pas en parler. Il faut parler de pensée tout court. Qu'est-ce que c'est penser? Qu'est-ce que c'est penser? Oui, et puis on verra ce qu'il en est avec les machines. Qu'est-ce que c'est penser? Et je me souviens, un jour, j'ai vu à la télévision un journaliste qui demandait à un philosophe, il dit, monsieur le philosophe, qu'est-ce que vous pensez des ingénieurs? Et il a répondu du tac au tac, excusez-moi, je ne les connais pas tous. Bon. En fait, c'est très important. On a envie de rire, mais on est tout le temps dans cette situation. Si je vous demande qu'est-ce que vous pensez du Maroc, qu'est-ce que vous pensez de Microsoft, qu'est-ce que vous pensez de Sarkozy, n'importe quel sujet, très très vite on vient avec une réponse, mais en fait on la base sur quoi? Sur 3 fois rien. Sur 3 fois rien. Si vous ouvrez votre crâne, il n'y a pas grand-chose. Si vous regardez là-dedans ce qu'il y a, pas grand-chose. En gros, toutes des simplifications. Si vous ouvrez votre crâne, un souvenir, qu'est-ce que c'est? Une simplification. Si je vous demande, parlez-moi du jour où vous avez eu 18 ans. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? J'étais en Espagne, il faisait beau, lui était... Et en fait, vous simplifiez. Tout là-dedans est simplification. Tout. Et on parlait de Magritte tout à l'heure et je suis content parce que j'habite à Lessines, là où il est né. Et donc, Magritte, avec son « ceci n'est pas une pipe », c'est le message, évidemment. C'est le message. Ceci n'est pas une pipe. Ce que nous avons ici, ce n'est pas la réalité. C'est des images, des simplifications, des dessins, des caricatures, des modèles, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la réalité. Et la pensée est un jeu.
La pensée est un jeu. Il y a des règles, et puis il y en a qui jouent mieux que d'autres. Les règles, on commence par ça, et ceux qui jouent mieux que les autres, c'est pour moi les créatifs. Commençons par les règles. Le terrain de jeu, il est là. D'un côté, il y a le monde. Bon, avec tout ce qu'il y a, les mondes, c'est-à-dire tous les concurrents, les lois, les communautés européennes, les avocats, tout ce qui est en face. De l'autre côté, il y a nous. Et nous, on est là avec notre contrainte absolue de la simplification. Tout, un stéréotype, c'est une simplification. Une valeur, une stratégie, c'est une simplification. Un scénario, etc. Bon, ça, c'est la... Et donc, voilà le terrain de jeu de la pensée. La pensée se déploie entre ces deux trucs. Alors, on commence. En philo, on peut dire ce qu'on veut. Alors, on peut commencer à gauche ou à droite. Moi, je recommande fortement de commencer à droite. Pourquoi ? Surtout depuis que j'ai lu Kafka, qui est dans un livre, il dit « Dans un combat entre vous et le monde, pariez plutôt sur le monde ». Bon, je crois que c'est un bon conseil. Donc, on va commencer à droite. Et donc, la pensée, le premier temps, c'est ceci. Boum. Et le deuxième temps, j'ai pas beaucoup de temps, c'est ça. Boum. En fait, la pensée, c'est quoi ? Penser, c'est pour l'essentiel. Simplifier les choses et utiliser ces simplifications. Quand vous pensez, vous faites l'un ou vous faites l'autre. La juriste qui doit être là, qu'est-ce que c'est le droit ? C'est un ensemble de simplifications qu'on utilise avec, on fait comme ça, etc. Mais il y a aussi la conception du droit. C'est une simplification. Pourquoi on peut voter à 18 ans ? Vérifier si on a 18 ans, c'est la déduction. Une machine peut faire le boulot, mais pourquoi 18 ans et pas 19 ? Etc. etc. Et donc, penser consiste pour l'essentiel à simplifier les choses et à utiliser ces simplifications. En bas, c'est pour les machines. Aujourd'hui, demain ou après-demain, 100% de la déduction sera sur les machines, parce que je ne vois pas très bien. Par contre, je soutiens que jamais l'induction peut être tout à fait programmable ou programmée. Pourquoi ? Parce qu'une induction parfaite est impossible. Elle prendrait un temps infini et on ne peut de toute façon pas intégrer ou appréhender le monde entier. On va faire un petit exercice très rapide. Vous allez me terminer 2 petites phrases, ok ? Très spontanément. Vous êtes prêts ? Première petite phrase. Un exemple de voiture, c'est la Peugeot. Merci beaucoup. Deuxième petite phrase, tâchez d'aller encore plus vite. La voiture est un exemple de moyen de transport. En gros, c'est ce que j'entends. Tout est là. La première petite phrase, je vous ai mis en déduction. Vous êtes parti de lire simplification à vous, ce que c'est une voiture, vous allez en face. Et on me dit Peugeot, Toyota, on peut dire tout ce qu'on veut. Et bien sûr, un ordinateur peut faire le boulot. Par contre, la deuxième petite phrase, qu'est-ce que je fais ? Je vous force la catégorie, en l'occurrence la simplification. Et qu'est-ce que j'ai entendu, en tout cas là ? Une voiture est un exemple de moyen de transport. Très bien, très bien. Mais moyen de transport, c'est ce que j'attendais d'une certaine manière. Parce que si tout est simplification en nous, rien n'est vrai. La vérité n'est pas en nous. Tout est hypothèse. Il n'y a pas de certitude possible en nous puisque tout est simplification. Donc, la dame qui dit « la voiture est un exemple de moyen de transport » ne peut pas se tromper puisqu'on ne sait pas faire d'erreur, puisque tout est simplification. Par contre, c'est ce que j'attendais. Et la grosse différence entre les deux, la déduction et l'induction, elle est là. C'est que, je dirais, une déduction parfaite est possible, l'induction parfaite est impossible. Et ce que vous venez d'illustrer, c'est l'infinité, ou en tout cas, non, je dirais ceci. En déduction, il y a une prison. La personne qui dit, un exemple de voiture, c'est l'Airbus, ben non, l'Airbus c'est un avion, tu es fatigué. Bon. Par contre, en induction, il n'y a pas de prison. On peut dire ce que vous voulez. Il y a une zone de confort. Et la dame qui a dit, la voiture est un exemple de moyen de transport, est restée dans sa zone de confort. Et je n'ai pas de problème. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va avoir des idées. Et donc, je vais vous demander de reprendre la deuxième petite phrase et de la terminer d'une manière moins attendue, moins confortable, moins habituelle. La voiture, c'est un exemple de... Voilà, c'est parti. Un exemple de richesse, de statut social, de liberté. Bon, on continue, on devient quelqu'un d'autre. Vous êtes tout à coup le directeur ou la directrice d'une école avec plein de petits-enfants. La voiture est un exemple de jouet ou danger, c'est sûr. Vous travaillez au ministère des Finances. La voiture, c'est un exemple de... Ben bien sûr, de rentrer. Et ça, c'est la clé, c'est ceci. C'est le fait qu'en induction, il y a une liberté qu'on a oubliée. Il n'y a pas de prison. En logique, pardon, en déduction, on peut faire des erreurs. En induction, non. On peut rester dans sa zone de confort. Et c'est là. Et ces flèches oranges ont un nom. C'est ce qu'on appelle l'ambiguïté.
L'ambiguïté, c'est la capacité, ou en tout cas et je dirais bien la responsabilité aussi, en tout cas la possibilité de terminer la petite phrase autrement et de dire, mais au fond, la voiture, c'est un exemple de tout ce que... Et je vois le monde différemment. Quel est le message là derrière? C'est Kant, en fait, qui dit, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que tu es. Je suis professeur, j'ai peur pour mes enfants, je suis au ministère des Finances, je vois des rentrées. Et donc, nous devons retrouver ce sens de Kant, en fait, de retrouver à quel point on construit la manière dont on voit le monde. Et bon, ça, j'en ai parlé, c'est pour moi le résumé de tout. Mais regardez ceci. Ouais, voilà, c'est qui? Ilan qui parlait de cartoon. Moi, j'ai aussi une passion pour le cartoon. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Ça, c'est Kant résumé en un cartoon. Vous gagnez du temps. Il a écrit 3000 pages. Bon, tout est là. Tout est là. Tu ne vois pas le monde. On va faire 2 petits exercices, d'accord, pour se rappeler ça. Le premier, c'est celui-ci. Ah non, ça, j'ai oublié. Bon, Nicolas Copernic. Peut-être très intéressant. Copernic, quand on y pense. Bon, c'est une révolution, la révolution copernicienne. Mais si vous allez voir le système solaire, il est exactement comme avant lui. Il n'y a rien qui a changé. Rien. Si vous allez sur, je sais pas, sur Saturne avec un micro, si je vous dis Copernic, qu'est-ce que vous me dites? Comment vous dites Copernic? Ça s'écrit comment? Je ne connais pas. Copernic, c'est notre histoire. Ce n'est pas l'histoire du système solaire. Et c'est là la créativité, bien sûr. La créativité, c'est pas changer le monde, éventuellement dans un deuxième temps. Mais le vrai temps humain de la créativité, c'est pas changer le monde, c'est changer sa perception du monde. C'est voir des choses qu'on n'a pas vues et ou qu'on pourrait voir autrement, etc. Et donc, Copernic, j'ai mis le système solaire pour vous rappeler, ben voilà, il est comme avant. Il est comme avant. C'est notre histoire, Copernic. C'est pas l'histoire de Vénus ou de je sais pas qui, des autres planètes. Qui sait lire ça? Ah, je l'ai entendu. J'étais la semaine passée à un séminaire de haut potentiel de la BNP. Personne n'a su lire. Alors, ou bien c'est pas des hauts potentiels, ou alors moi, je commence à dater. Bon, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, le plus grand album de tous les temps, pour moi, bien sûr, pas pour vous. Je vois le monde tel que je suis, pas tel qu'il est. Regardez ceci. Voilà, je l'ai entendu. En fait, c'est pas facile. Qui ne sait pas lire? Encore du monde, hein? Bon, ceux qui ont des lunettes les enlèvent, ça aide. Ceux qui n'en ont pas en mettent, ça aide aussi. Bon. Et en fait, il y a science. Et pourquoi c'est si difficile? Parce que depuis qu'on est tout petit, on regarde le noir. Bon, il faut regarder le blanc. Bon, il y a une séance de rattrapage. Il me reste 13 minutes 47 secondes. Je continue. Et donc, j'arrive à la deuxième partie. Vous avez tout retenu de ce que je viens de dire, bien sûr. Maintenant, la créativité, ça, c'est en fonction des règles de l'ambiguïté, de l'induction, de la déduction, etc. C'est jouer mieux que les autres. Et qu'est-ce que c'est? Si vous prenez Bic, l'histoire de Bic, assez extraordinaire parce qu'il y a un côté un peu magique. Donc, Bic est né en 50 avec un produit, ils le vendent toujours. Je crois qu'ils en ont vendu 1 milliard. Bon, mais s'ils vendaient que ça, je ne crois pas qu'ils seraient toujours pas là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bic? Eh bien, ils ont fait ceci. Ils ont eu une idée. On va faire des instruments d'écriture. Et je regarde et on fait plein de trucs, 1 couleur, 3 couleurs, etc. Mais à un moment donné, ça fatigue un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Bic? Le coup de la voiture de tout à l'heure. Un jour, M. Bic, en regardant son truc, il s'est dit, mais au fond, ceci est un exemple d'écriture. Non, ceci c'est un exemple de truc qu'on jette. Mon métier n'est pas l'écriture. Mon métier, c'est le jetable ou je ne sais pas quoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une induction, rappelez-vous la flèche, et il s'est dit, non, mon métier, c'est ça. Et donc, si mon métier, c'est ça, je peux faire plein de trucs, et ils l'ont fait. Par contre, si vous croyez que votre métier, c'est l'écriture, si quelqu'un dans un brainstorming dit, j'ai une bonne idée, on va faire des briquets, alors vous lui dites, écoutez, on peut être créatif, mais il ne faut pas exagérer. Non, mais bien sûr, le briquet est logique pour Bic. D'ailleurs, ils l'ont fait. C'est, en gros, 2/3 du business, c'est en haut, au-dessus de l'écriture. Ils l'ont fait, mais c'est une logique qu'on ne comprend qu'après. C'est ça la difficulté. On va déduction, induction, déduction, et évidemment, d'ailleurs, très souvent en créativité, on dit, mais comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Eh bien, pour ça, c'est parce qu'on ne sait pas programmer l'induction. On ne sait pas D'abord, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science de l'induction. Simplement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je ne peux pas trop détailler. Je vais donner un deuxième exemple. Parce que, bon, maintenant, je suis grand-père. Donc, voilà. Donc, Barbie. Une idée en 59, une poupée. Alors, d'une certaine manière, ils en ont fait mais
tous les modèles, des grands, des petits, des noirs, des trucs, etc. Il y a un an, au comité de direction de Mattel, le fabricant, il y a quelqu'un qui est venu avec une idée. Voilà, j'ai une idée, mais j'ai besoin de 100 millions de dollars, et peut-être même plus. Ah, oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais faire un film où on est totalement, nous, ridiculisés. Bon, vous imaginez la réunion, quoi, du genre, bon, tu as d'autres idées comme ça, parce que c'est bon, ils l'ont fait, c'est un triomphe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme Bic. Pendant 50 ans, ils se sont dit, c'est un jouet, donc je suis fabricant de jouets. Donc mes concurrents, c'est Lego, Playmobil, je sais pas tout quoi, Fisher-Price, etc. Non, ça, ils ont acheté. Mais donc, et puis tout à coup, ils se sont dit, mais non, je ne suis pas un fabricant de jouets, je suis le dépositaire d'une propriété intellectuelle, en tout cas la Barbie. Et là, il devient très logique de déduire, de faire des films, etc. Et voilà, Mattel, concurrent de Lego pendant 50 ans, qui tout à coup devient concurrent de Netflix ou de je sais pas qui fait des films. Et donc, ce sont des exemples que j'aime bien donner. La créativité, qu'est-ce que c'est? C'est la seule manière de relancer l'innovation. L'innovation est programmable. Passer d'un bic à 1 couleur, 3 couleurs, 4 couleurs, vous pouvez demander à l'AI de le faire, ça fera très bien. Et demander à AI de faire d'ailleurs, voilà, peut-être que l'AI a produit ça. Tant qu'à faire, on va faire une Barbie Camilla, mais bien sûr, c'est de la déduction, et l'AI peut faire des Camilla, des trucs, etc. Mais l'induction n'est pas programmable. Et donc, forcément, il y a un moment donné où l'innovation s'essouffle. Et le bic à 17 couleurs n'a aucune chance. Non. Et donc, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. C'est comme chez Gillette. Donc, quand les ventes chutent, ils rajoutent une lame. Bon, mais à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Et quand ça suffit, ça ne sert à rien d'en rajouter, de faire plus de la même chose. Ça, c'est l'innovation. Il faut changer sa perception et c'est ça, la créativité. Alors, bon, ça, c'est le comité de direction qui, bien sûr, ce film, bon, en tout cas, dans mon métier, c'est extraordinaire dans toutes les dimensions. Et donc, on arrive au 3e temps, il me reste 9 minutes 31, qui est la même chose, bien sûr, mais cette fois-ci appliquée à la technologie. Si vous voyez ceci, d'abord, ce bateau existait. Il s'appelait le Sphinx, était propriété de la marine française, environ il y a 200 ans, 1820, un petit peu. Bon. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de spécial? Voilà. En fait, il est hybride. C'est un bateau Toyota, en fait. Bon, et mais maintenant, regardez comment on peut induire. Imaginez 2 personnes, le même jour, qui voient passer le bateau. Le premier, très conservateur, déteste les nouveautés. C'était mieux avant. Il voit ça, il rentre chez lui et dit « Tu sais ce que j'ai vu? Un bateau à voile sur lequel on a mis une machine. » Bon, imaginez quelqu'un d'autre, exactement l'opposé, qui adore les nouveautés. Il est toujours il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il dit? « Tu sais ce que j'ai vu? Un bateau à vapeur. » Et toute la différence est là. Le moteur, je peux le voir comme une innovation, une amélioration d'un truc de base qui est fondamentalement la machine, le bateau à voile, ou bien je peux le voir comme la créativité. Je vois un autre monde. Et les voiles, c'est fini. Je suis dans un monde de machines à vapeur. Et tout l'enjeu est là, que vous soyez artiste, scientifique, il est là. L'innovation, elle est pour les machines, parce qu'on peut calculer les rendements, etc. La créativité, non. Or, l'innovation, bien sûr, un jour se fatigue. Pourquoi? Parce qu'elle part d'une idée à laquelle je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché, sinon je ne pourrais pas innover. Donc, un jour ou l'autre, j'ai besoin, quand le monde change, d'une nouvelle idée, et c'est la créativité. Et donc, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, une propension, malheureusement, à prendre la technologie comme quelque chose qu'on ajoute à l'existant. Par exemple, savez-vous que jamais personne n'a inventé le vélo? Jamais. Personne ne revendique d'ailleurs le vélo. Le premier truc qui, de loin, ressemble un petit peu à ce qu'on dit aujourd'hui être un vélo, c'est ça. Regardez comment il s'appelle. Vélocipède. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire quoi? Un truc pour que les pieds, puissent aller plus vite. Donc, l'idée, c'était quoi? Ben voilà, je marche. C'est dommage parce que je marche lentement. Je vais inventer un truc pour marcher vite. Et c'est devenu le vélocipède. Et c'est le syndrome contre lequel il faut lutter aujourd'hui, comme à cette époque-là. On a tendance à prendre la nouvelle technologie avec les modèles mentaux anciens. Alors, j'ai quelques exemples qui m'amusent. Bon, ma grand-mère avait une voiture comme ça, avec une flèche. Ça, c'est quand même incroyable. Bon, on peut imaginer des ingénieurs, ils sont partout.
Donc, avant, il n'y avait rien. Donc, le conducteur sortait son bras, était tout mouillé quand il pleuvait. Oh, on va inventer un truc, la flèche automatique. Non! Même à l'époque, le clignoteur était beaucoup plus facile à faire. C'est absurde de faire des flèches. Mais des absurdes, il y en a beaucoup. Alors, par exemple, regardez-moi ce wagon. Regardez-moi ce wagon. Comment il est construit. Regardez bien comment il est construit. Il y en a plein. Allez au musée Scarbeck, vous allez en voir. Bon, en fait, c'est 3 diligences. D'ailleurs, si vous prenez la diligence, le module du milieu en forme de U, vous le mettez 3 fois et vous avez le wagon. Voilà. On s'est dit quoi? Ben, oh là là, les chevaux, c'est pas très costaud. Mais non, on a des locomotives, c'est super puissant. On va empiler les diligences. Il y a des wagons avec 10 portes. Et vous imaginez, quelqu'un a un jour donné son feu vert pour construire un wagon avec 10 portes. C'est absurde, quoi. Bon, bref, de toute façon, il est mort. Donc, et donc, en fait, j'ai quelques exemples de prospectives. Je suis tombé sur un livre, l'an 2000, qui est écrit en 1920. Donc, et j'ai 3 exemples. Ici, par exemple, c'est sur le ménager. Alors, d'un côté, c'est extraordinaire. En 1920, ça ressemble à un robot. C'est vraiment inouï. Par contre, le statut de la femme, bon, en gros, c'est plutôt bien comme ça, quoi. Bon, alors ici, l'école, même chose. Écrit en 1920, 1920. Alors les casques, ça ressemble déjà un peu à des espèces de iPod, je ne sais pas quoi, mais il y a toujours des bouquins. Et toujours dans le même genre, la Poste. Bon, il a un petit avion à lui, mais il y a toujours du courrier. Donc, et on est tous victimes de ce genre de choses. Donc on prend la nouvelle technologie avec les vieux modèles. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut casser les modèles pour profiter, que ce soit l'intelligence artificielle ou n'importe quoi. Et donc, regardez par exemple, ceci c'est apparemment la première photo. La première photo. Toute première, je crois que c'est, comment il s'appelait, Nadar? Oui, c'est ça. La première photo de l'histoire. Bon. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la photo, les peintres ont été traumatisés. Parce qu'avant la photo, l'essentiel de leur métier, c'était des portraits, des paysages, des natures mortes. En fait, ils décrivaient la réalité. L'arrivée de la photo les a lâchés. Et puis, on a eu plein de mouvements, c'est le pointillisme, etc. Ils se sont lâchés. Et donc, l'arrivée de la photo a libéré les peintres plutôt que les emprisonner. Le cinéma, c'est un peu la même chose. Il y a le premier film, le musée est à Lyon, des Frères Lumière. Le premier film, les inventeurs, c'est les Frères Lumière, qui étaient 2 ingénieurs et qui ont pris des engrenages avec des tas de trucs et c'était formidable. En gros, le seul film qu'ils ont fait, c'est ça. Ils ont filmé les ouvriers à la sortie de l'usine. Donc, en termes de scénario, moyennement ambitieux, quoi, donc. Et qu'est-ce qui s'est passé 10 ou 15 ans plus tard? Un certain Méliès. Méliès, il n'avait rien à voir avec la technologie. Son métier, c'était magicien, il était prestidigitateur. Et il faisait son métier, et puis un jour, il tombe sur la machine, le cinéma de lumière. Il dit, mais ça, c'est dingue, ce truc. Et il a fait Le Voyage dans la Lune, qui est reconnu comme étant la première œuvre créative du cinéma. Pourquoi? Parce qu'il a bien compris la technologie, mais il a mis toute son âme, tout son cœur et il a produit un film, une révolution. Et on est tous dans ce syndrome. Moi, je suis prof. Quand il y a eu le Covid, mais qu'est-ce qu'on a été obligé de faire? C'était horrible. On a pris notre cours et on l'a mis sur des PDF et on les a mis en Zoom. L'horreur. Être prof aujourd'hui, c'est pas mettre ces trucs sur des Zooms, c'est se poser la question. Moi, je suis enseignant. C'est quoi mon métier? C'est la même chose pour les avocats, pour les juges, pour tout ce qu'on... Moi, mon métier, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ce métier dans un monde qui est devenu digital? Et là, la réponse, il y a eu quelques beaux éléments de réponse. Et donc, en fait, c'était la couverture des économistes il y a, je dirais, 7-8 ans. C'était quoi le message? Les data, c'est le nouveau pétrole. C'était en gros le message. Eh bien, on est en plein dedans. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Regardez l'histoire. Avant, il y avait le charbon. En 1850 environ, on trouve le pétrole. Les gens disent, mais c'est incroyable, c'est beaucoup plus facile, c'est moins lourd, on peut faire couler le tuyau, etc. Et donc, c'est la révolution pétrole? Non. Non. Parce que pendant 25 ans, la seule chose qu'on a fait avec le pétrole, c'est le brûler. C'est un peu plus facile que le charbon. C'est vrai, c'est un peu plus facile. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui a été la révolution du pétrole? C'est le faire exploser. Ce qu'on ne sait pas faire avec le charbon, c'est les idées en plus, etc., etc. Et on est dans la même situation aujourd'hui. Et donc, moi, il me reste 2 minutes 09. Je vais peut-être déborder de 1 minute 44, mais bon, ça ira. Et donc, j'ai 3 exemples. 3 exemples. Bon, c'est une photo prise par un photographe brésilien.
Bon, vous croyez qu'une machine peut avoir une idée pareille? Bon, s'il ne faut pas des algorithmes, il faut de la créativité et un peu de bol avec la météo, forcément, parce que ça c'est sûr. Mais ça me fascine. J'ai vu l'autre jour, non, c'était l'année passée, il y avait une exposition à la Grand Place de Bruxelles, un artiste qui a pris des objets de la vie de tous les jours, un pelle-patate, pour faire des trucs pareils. Mais c'est incroyable, c'est ça la créativité. Et le dernier exemple, c'est très récent. C'est dans la rue ici qui descend, le magasin de guitare. Donc quand vous montez vers le truc des ingénieurs là en haut, à droite, il y a un magasin de guitare. Je rentre et j'entends un accord des Pink Floyd. Je sais pas, Pink Floyd, bon bref. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Et regardez ce qu'il a fait. Il a mis, vous pouvez aller voir, au-dessus de sa porte, une guitare réglée avec l'accord des Pink Floyd. Plutôt qu'avoir des ding, ling, 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 comme il y a partout. Mais voilà, 3 idées élémentaires. Et c'est ça la créativité, c'est la capacité de sortir de tous les programmes. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est dingue. Moi, je fais ça depuis 50 ans. J'avais pris l'option algorithme il y a 50 ans. Donc la génération aujourd'hui, c'est dingue, je reconnais. Mais néanmoins, il faut poser qu'une machine ne peut pas être créative, ni responsable. Ça, c'est un autre métier, ni responsable. Et pour terminer, je vais peut-être montrer 2-3 trucs. Par exemple, j'ai demandé à une intelligence artificielle, j'ai demandé à Magritte de me peindre. Et j'ai eu ça. Alors, c'est bluffant, hein, c'est bluffant. D'abord parce que j'ai rien payé, ce qui est bon. Et même j'ai demandé de payer, il dit non. Bon, ok, bon. Et en fait, pour faire ça, il faut voler tout Magritte. Sinon, on ne sait pas le faire. Mais et c'est pas mal, mes petites filles me reconnaissent, enfin, bon, et c'est pas une photo. Mais par contre, moi, mon dernier livre que j'ai là, je voulais une couverture originale et j'ai demandé à un artiste et il m'a fait ça. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire parce que ça, une machine ne fait pas. Quand je suis bluffé par cet artiste qui s'appelle Salemi, et donc je lui ai bien sûr acheté les droits et je l'utilise, puis en cadeau il m'a fait ça, ce qui était une petite prime, c'est vraiment fabuleux. Et donc les artistes, c'est indispensable, c'est montrer la différence, montrer ce qui fait de nous des êtres humains. Alors bon, il y a des outils fabuleux, mais ça ne change rien à la base. On termine avec 2 petits exercices, d'accord? Pour simplement résumer tout. Je vais le faire ici et je vous demande, que voyez-vous? Des tâches, c'est un bon début. Donc, un cow-boy, voilà. Il y a quelqu'un qui a dit un cow-boy. Maintenant que la personne a dit un cow-boy, à mon avis, tout le monde va le voir. Maintenant, je vois des mains qui s'ajoutent, qui s'agitent, qui s'ajoutent et qui s'agitent. Pas mal, ça. Bon. Qui ne voit pas le cow-boy? OK, Bon, si vous ne voyez pas le cow-boy maintenant, je suis dans l'embarras. Et donc, même quand je dirais, je fais... bon, la marche arrière, je ne sais plus comment on fait pas marche arrière. Bon, et donc, ça, il me reste 1 minute. Oh là là, j'ai déjà dépassé de 1:20. Quel stress, ce truc! Bon. Je termine avec un dernier exercice. Pourquoi ça? L'exercice ici. Voilà. Il est là. Celui qui trouve reçoit mon bouquin. Et ici, le dernier avec Magritte et la pipe, etc. Qu'est-ce que c'est la créativité? C'est voir quelque chose que personne n'a jamais vu alors que ce n'était pas caché. C'est le coup du cow-boy. Hein, ce n'était pas caché. Et donc, on va faire l'exercice ensemble. A priori, c'est des mosaïques, un peu avec des petits blocs, des noirs, des blancs, des travers, des pointus, etc. Néanmoins, il est possible de voir quelque chose que personne, en tout cas que apparemment vous n'avez pas encore vu, alors que ce n'est pas caché. Je vais vous aider un peu. Si vous voyez un cow-boy, c'est qu'il est vraiment temps que j'arrête et que, bon, en fait, il y a moyen de voir une étoile à 5 branches. Une étoile à 5 branches, très régulière, comme on fait en mathématiques, et assez grande. Celui ou celle qui la voit reçoit un bouquin, voilà. C'est impossible de tricher. Je suis certain que vous avez raison. Maintenant, il va vous dire environ où elle est et vous allez la voir. Dites très fort où elle est. En bas à droite, évidemment que c'est ça. Il y a une belle étoile en bas à droite. Ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué que le cheval, mais elle est superbe. Elle est construite par deux noirs et 3 blancs. Je vais vous la montrer, elle est là. Alors moi, je vous souhaite à tous de voir beaucoup d'étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc.